Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, bah écoute, moi c'est Koura et je suis ravie de t'accueillir. Alors avant de vous parler du sujet que je vais aborder dans cette vidéo, je tenais à vous remercier. Franchement, merci pour tous vos retours. Ça me touche vraiment, ça me touche et ça me motive à continuer. Et voilà, on a dépassé les 150 abonnés. Franchement, c'est peut-être peu pour certains, mais moi, waouh, je trouve ça juste énorme. Ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que j'ai commencé YouTube et je m'attendais pas à avoir autant de soutien et d'interaction avec les gens et vraiment ça me touche. Et là, à l'heure où je vous parle, la vidéo Se loger à Toronto, je pense qu'elle a dépassé les 1000 vues et c'est juste un truc de fou. Enfin... En tout cas, je voulais toutes et tous vous remercier pour tout ce soutien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet qui devrait vous plaire. Et si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Mais j'ai trouvé mon premier emploi à Toronto. Ça fait déjà un peu plus d'un mois maintenant, donc je me suis dit que ça serait bien de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment appréhender la recherche d'emploi à Toronto, à savoir par rapport au CV, par rapport à la stratégie à adopter, par rapport aux méthodes que vous pouvez utiliser pour trouver du travail à Toronto, et aussi comment aborder l'entretien d'embauche. Et comme j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, il se peut que si la vidéo est trop longue, que je décide de la découper en plusieurs parties. Mais pour l'heure, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti! Alors pour commencer et pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous, une chose à savoir, c'est qu'au Canada, d'une province à une autre, les spécificités liées au marché de l'emploi et à l'emploi en général peuvent être différentes. C'est-à-dire par exemple à Toronto, qui se trouve dans la province de l'Ontario, on ne va pas avoir le même salaire minimum, le même taux d'imposition qu'à Montréal, qui se trouve dans la province du Québec. Et là, en l'occurrence, dans cette vidéo, je vais un petit peu plus me focaliser sur Toronto, tout simplement parce que c'est ici que je vis et pour l'instant, le peu d'expérience que j'ai a eu lieu ici. Donc, je préfère me focaliser vraiment sur la province de l'Ontario. Après, si vous, vous avez vécu ou vous vivez dans d'autres provinces, n'hésitez pas à contribuer en commentaire parce que je sais que ça va en intéresser certains et moi par la même occasion. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Comme je vous le disais, par rapport au salaire minimum, puisque oui, il y a un salaire minimum au Canada. Pour ce qui est du salaire minimum à Toronto, il est passé récemment, il me semble, à 14 $. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ça, c'est le salaire brut. Il faut savoir que le Canada applique le prélèvement à la source. Donc voilà, pour la France, c'est un petit peu nouveau, mais moi, je sais que j'avais l'habitude en Angleterre et j'adorais ça parce que c'était plus simple. Après, voilà, il faut déclarer ses impôts. Il me semble que ça va être à partir du mois d'avril. Donc, il y aura un formulaire. Donc, pour tous ceux qui ont vécu en Angleterre, ça ressemble un peu au P60. Et là, il me semble que ça s'appelle le T4. Mais bon, de toute façon, je pense que quand le moment sera venu pour moi de déclarer mes impôts, vous aurez le droit à votre petite vidéo pour un petit peu vous dire comment ça se passe, comment on doit procéder, parce que le peu que j'ai lu, ça a l'air un peu plus compliqué qu'en Angleterre. Et je ne peux pas vous dire par rapport à la France si c'est pareil, parce que je suis partie au moment où la France instaurait le prélèvement à la source, donc je ne pourrais pas faire de comparatif vraiment avec la France. Après, il y a un autre aspect de l'emploi au Canada qui fait souvent grimacer les nouveaux arrivants, c'est le nombre de congés par an. Je pense que vous avez dû en entendre parler et peut-être que je ne vous apprendrai rien, mais en fait au Canada, le temps minimum de vacances accordé à un employé est de 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'employeurs, quand vous commencez un travail et que vous avez, on va dire, moins de 5 ans d'ancienneté, c'est un peu normal de n'avoir que 2 semaines de vacances par an. Après, il s'ajoute à ça, selon les entreprises encore une fois, et peut-être que ça peut aussi différer en fonction de la province, ça je ne sais pas du tout, mais vous pouvez aussi avoir des jours de maladie et d'autres jours qui peuvent aussi se rajouter. Mais si je dois vous donner un conseil, et pas seulement pour l'emploi, mais pour l'expatriation, on va dire en général, quand vous mettez le pied dans un nouveau pays, oubliez ou ne vous attendez pas à retrouver exactement la même chose que vous avez laissé dans un autre pays. C'est-à-dire que voilà, moi je sais qu'on me demande beaucoup, mais on vous rembourse les transports, est-ce que vous avez des tickets resto, est-ce que... Vous voyez tous ces petits avantages qu'on a eu l'habitude d'avoir ou pas d'ailleurs, mais qu'on a pris entre guillemets pour acquis. Et non, en fait, ici, c'est un tout autre mode de fonctionnement. Et on va dire en fait que c'est les nouvelles règles du jeu. Et en fait, vous avez changé de plateau de jeu
il faut s'adapter. Donc voilà. Et en ce qui concerne les jours de paye, donc il n'est pas rare, notamment à Toronto, d'être payé toutes les 2 semaines ou d'être payé tous les mois. Ça dépend encore une fois des entreprises. Mais je sais que par exemple en Angleterre, moi j'étais payée, mon premier travail j'étais payée toutes les semaines. Et après quand je suis passée dans une autre entreprise, j'ai été payée tous les mois. Mais là encore une fois, ça va probablement dépendre de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Et dernier point sur lequel je voulais revenir par rapport à l'emploi au Canada, car pour moi je ne pouvais pas faire une vidéo sur l'emploi au Canada sans évoquer ce point-là, c'est le caractère bilingue du pays. Parce que oui, le Canada est un pays bilingue, c'est-à-dire que le français et l'anglais sont les 2 langues officielles dans le pays. Après, c'est vrai que la province de l'Ontario est dans la partie anglophone du Canada, mais par exemple, la ville d'Ottawa est une ville francophone. Et ça, c'est un aspect du pays qui a un impact direct sur l'emploi. Donc, que vous parliez anglais ou pas, sachez que de toute façon, parler français sera toujours un avantage au Canada et ça sera toujours une compétence recherchée. D'autant plus ici, que ce soit les notices ou les modes d'emploi des produits, vous avez toujours le français et l'anglais. Et pareil, quand vous appelez des services clients, souvent vous avez le choix de choisir le service en français ou en anglais. Donc tout ça pour dire que si vous cherchez un emploi au Canada et plus précisément à Toronto, voilà, le français sera apprécié et il y a même des entreprises qui sont 100% francophones à Toronto. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'ailleurs je vous mettrai en lien dans la barre d'infos le nom d'une entreprise que je connais qui est 100% francophone à Toronto. Bon, maintenant que je vous ai un petit peu dégrossi le trait par rapport à l'emploi au Canada et à Toronto en particulier, on va vraiment se focaliser sur comment appréhender en fait sa recherche d'emploi. Et je pense que de toute façon, les conseils que je vais vous donner, ça peut être aussi appliqué que ce soit au Canada ou dans n'importe quel autre pays en fait. Et pour ça, je vais partager avec vous 4 points qui pour moi sont essentiels et qui d'ailleurs m'ont aidé à trouver mon emploi aujourd'hui, à savoir la stratégie à adopter, le CV, les méthodes de recherche et ensuite l'entretien d'embauche. Donc je vais partager tout ça avec vous et à l'issue de ça, je vous parlerai un peu plus du travail que j'ai trouvé puisque vous avez été nombreuses et nombreux à me poser des questions sur mon emploi. Je vous parlerai un petit peu plus de mon expérience et de comment ça se passe aujourd'hui dans mon travail. Alors parlons de stratégie. Ça réellement c'est mon truc. De toute façon, je vous le dis tout le temps, hein. Dream, plan, act and be patient. Dans le plan, vraiment, le fait de planifier, pour moi, c'est de mettre en place une stratégie. Et très clairement, pour moi, quand on recherche un emploi, ça doit s'inscrire dans une stratégie. Quel que soit le pays dans lequel on est, on doit avoir une stratégie. Et d'autant plus quand on est expatrié. Avoir une stratégie, c'est de se dire quel est l'objectif auquel je veux répondre grâce à ce travail. Après, d'une personne à une autre, les réponses vont être complètement différentes. Mais au moins d'avoir ça en tête, ça vous aide à orienter en fait vos recherches. Et au-delà de l'objectif, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en considération. Tout comme l'environnement dans lequel on est, le contexte et notre situation. Et là, en l'occurrence, ma stratégie pour trouver du travail à Toronto était complètement différente de celle que j'avais quand je suis rentrée en France l'année dernière. Et pourquoi? Tout simplement parce que ma situation n'était pas la même. Donc là, pour vous contextualiser, je suis arrivée à Toronto avec un PVT, un permis vacances-travail. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ce sujet. Et une chose à savoir sur ce PVT, c'est que, ok, c'est un visa ouvert qui me permet de travailler avec différents employeurs, mais il a une durée dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, je n'aurai plus l'autorisation de vivre et de travailler sur le territoire. Et comme j'ai l'intention de m'installer au Canada pour une période beaucoup plus longue que les 2 ans du PVT, je sais que l'année prochaine, je vais faire ma demande de résidence permanente. Et dans le cadre de cette demande, c'est vrai que le type d'emploi qu'on exerce va avoir aussi un impact. Et en fait, quand je vous parle de stratégie, c'est ça. C'est de se dire dans quelle mesure l'emploi que je vais exercer va s'inscrire dans le cadre de mon projet. Parce que comme ça, je ne vais peut-être pas perdre du temps à orienter mes recherches vers des emplois qui ne seront pas éligibles pour la résidence permanente. Enfin bref, c'est vraiment pour vous donner une idée du type de stratégie que vous pouvez mettre en place. Après, il y a d'autres questions que vous pouvez vous poser pour un petit peu plus aiguiller quel type d'emploi et quelle spécificité d'emploi vous recherchez. Tout simplement, moi je prends encore mon exemple par rapport au PVT. Voilà, le PVT c'est 2 ans. Comme je vous le disais, moi j'ai l'intention de faire la demande de résidence permanente, mais on ne sait jamais, elle peut être refusée. Et là, la question que je me pose, c'est bon, si dans 2 ans ton PVT se termine et que tu n'as pas la chance de pouvoir rester sur le territoire, qu'est-ce que tu as envie de retirer de ces 2 ans?
Et là, à ce moment-là, on réfléchit encore plus différemment parce qu'on se dit, waouh, si j'ai que 2 ans à faire sur ce pays, est-ce que je veux plus voyager? Est-ce que je veux plus monter en carrière? Est-ce que, voilà, quels sont les objectifs vraiment que j'ai envie d'atteindre? Et en fait, en voyant les choses sous cet angle, ça vous aide à prioriser les objectifs que vous voulez atteindre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me poser des questions sur mon emploi et l'une des premières questions, c'est: t'as réussi à trouver un travail dans ton domaine? Et en fait, à chaque fois, j'étais obligée de justifier mon non, tout simplement pas parce que je n'ai pas trouvé un travail dans mon domaine, mais tout simplement parce que je n'ai pas cherché un travail dans mon domaine. Mon objectif et ma stratégie n'étaient pas de trouver un travail dans mon domaine. Et moi, c'est vrai que par rapport à mes projets, ma stratégie, elle était claire. Je voulais aussi bien un travail qui me permettait d'avoir du temps libre. Quand je dis du temps libre, c'était, voilà, quand je quitte le travail à 17h ou à 18h, je veux que le travail reste au travail. Tout simplement parce que je veux pouvoir avoir du temps pour découvrir la ville dans laquelle je vis, pour aller découvrir aussi d'autres régions et de se dire que voilà, si demain je fais ma demande de résidence permanente, je sais pourquoi je la fais et je connais un petit peu l'environnement dans lequel je vis. Parce que très clairement, si je reprenais le même emploi que j'avais quand j'ai quitté la France, croyez-moi, j'aurais pu faire 2 ans sans savoir réellement ce qui se passait autour de chez moi. Et là encore, je reprends la question de si demain mon PVT s'arrête, j'ai pas envie que la seule chose que je puisse retenir, c'est ah oui, j'ai bien travaillé, j'ai eu une expérience de fou. Personnellement, c'est pas ça du tout mon objectif. Après, je peux totalement comprendre et je respecte toutes ces personnes qui sont venues pour développer leurs compétences et avoir une plus-value sur leur CV parce que c'est un petit peu l'état d'esprit que j'avais quand j'étais en Angleterre. Donc, je peux totalement comprendre. Mais aujourd'hui, c'est pas ce à quoi j'aspire. Mais voilà, à côté de ça, j'ai pas mal de projets en cours, dont notamment la chaîne YouTube. Mais j'avais besoin d'avoir ce distinguo qui allait me permettre en fait d'avancer sur tous mes projets. Deuxième objectif que je voulais atteindre, c'était d'apprendre à connaître un peu plus l'écosystème entrepreneurial au Canada. Je voulais vraiment travailler dans une petite structure. Ça aussi, c'est important de savoir dans quel type d'entreprise vous aimeriez évoluer. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les startups, les PME. C'est là où je me sens le mieux et c'est là réellement où j'apprends le plus. Et étant donné que l'entrepreneuriat, moi, ça me fait vibrer et c'est au cœur de mes projets, il fallait absolument que le travail que j'allais trouver m'aide à comprendre les tenants et les aboutissants de l'écosystème entrepreneurial au Canada. Après, dernier point, et qui n'est pas des moindres, parce que à mon avis, la plupart des gens, quand ils cherchent un travail, c'est pour répondre à cet objectif, c'est tout simplement de payer les factures. Parce que on est à Toronto, deuxième ville la plus chère du Canada, et il faut payer le loyer. Hein. Le loyer ne va pas se payer tout seul, il faut payer la nourriture, enfin bref, je vous épargne la liste de toutes les charges que l'on doit payer chaque mois. Mais voilà, il fallait aussi un travail qui permet de répondre à cette problématique financière. Quand je vous parle de stratégie par rapport à cet aspect financier, c'est plus de dresser entre guillemets la liste de toutes ces choses qu'on doit payer chaque mois pour en fait avoir une idée de la fourchette salariale dans laquelle on va se placer. Parce qu'encore une fois, j'ai eu énormément de questions sur mon salaire, à savoir tu gagnes mieux qu'en France ou comment tu te situes, enfin voilà. Et souvent on va vous poser cette question par rapport au nombre d'années d'études que vous avez fait ou l'expérience que vous avez. Et ça, encore une fois, c'est légitime quand vous postulez dans votre domaine, dans ce que vous avez fait depuis toutes ces années. Mais si là, votre stratégie n'est pas du tout de faire le travail que vous avez fait ces dernières années, les éléments pour pouvoir justifier de votre salaire vont être complètement différents. Et là, encore une fois, moi, j'ai pris le cas à l'envers. Je ne me suis pas dit combien je vais valoir sur le marché, mais combien j'ai besoin pour subvenir à mes besoins. Ouais, besoin. Bref, vous m'avez compris. C'était français pourtant la phrase, hein, mais c'était bizarre. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que moi, personnellement, ma stratégie, c'était limite, j'oublie ce qui s'est passé avant et là, je me focus sur ce dont j'ai besoin aujourd'hui et pour demain. Parce qu'en fait, je trouve que si on se base que sur son passé ou voilà toutes les années d'études qu'on a faites ou enfin bref, des fois c'est un peu frustrant. On va se dire mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais voilà, moi je me suis juste dit ça c'est mon minimum. Si j'ai mieux, tant mieux. Et si c'est en dessous, c'est pas possible. Donc, grâce à cette stratégie, j'avais un petit peu une idée du type d'entreprise dans laquelle je voulais travailler et du salaire minimum que j'allais demander. Après, pour le type de poste, là par contre, c'était juste le flou total. Mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui a toujours une idée très précise. Moi, j'aime bien découvrir les choses, donc ça ne me dérangeait pas. Mais après, libre à vous d'avoir une stratégie un peu plus affinée. Moi, j'aime bien avoir les grandes lignes et après laisser le freestyle, you know. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée d'avoir une stratégie. Et encore une fois, comme je vous le disais, hein, ça, c'est ma stratégie par rapport au Canada. Mais ça se trouve que la vôtre, ça sera tout autre. Vous venez
venez juste pour 2 ans et vous voulez travailler 1 an et voyager l'autre année. Mais bon, après, de toute façon, c'est chacun sa stratégie. Mais dans tous les cas, moi, je trouve que c'est quand même bien d'avoir une stratégie parce que ça nous permet d'avoir une vision et de pas trop s'éparpiller parce qu'on sait où on veut aller. Je vous invite vraiment, une fois que vous aurez posé votre stratégie, à faire le maximum de recherches possible pour voir si déjà il y a du travail, pour voir si c'est un secteur qui embauche au Canada. Enfin, voilà, faites vraiment vos recherches pour voir si votre stratégie est viable en fait. Enfin bref, une stratégie c'est bien, mais il faut quand même passer à l'acte parce que voilà, tout le monde a des idées, mais c'est passer à l'acte qui va faire la différence. D'où le GPAP, you know what I'm saying? Et je trouve que la recherche d'emploi, c'est vraiment ça. Parce que voilà, on a, on va dire, le rêve, le projet, l'idée d'avoir un nouvel emploi. On va mettre en place sa stratégie pour savoir où on veut aller exactement. Et après, pour moi, la première étape de l'action, ça va être de faire le CV. Je déteste cette étape. Je sais pas pour vous. Franchement, c'est chronophage et puis, on est là à essayer de faire du Tetris pour que tout rentre sur 2 pages. Enfin, franchement, j'aime pas. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez faire vos CV, mais moi, c'est vraiment la partie, je pense, de la recherche d'emploi que j'aime le moins. Ouais, je pense que c'est faire mon CV. Et en plus de savoir que la première action commence souvent par là, des fois, on manque un peu de motivation. Et là, en l'occurrence, on va parler du CV au Canada. Parce que oui, le Canada aussi a ses spécificités. Bah oui, ça serait trop simple si c'était partout pareil, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, au Canada, le format n'est pas le même qu'en France. Par exemple, on ne doit pas mettre de photo d'identité sur son CV. La date de naissance ne doit pas apparaître non plus parce qu'on ne doit pas donner son âge. Et il me semble qu'il y a d'autres spécificités aussi qui s'appliquent. Mais de toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour que vous puissiez faire votre CV en bonne et due forme. Et chose importante sur les informations à mentionner sur votre CV, adresse mail, LinkedIn si c'est possible aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre une adresse, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Et enfin, un numéro de téléphone valide. Je vous dis ça parce que depuis que je suis arrivée, les lignes téléphoniques canadiennes et moi, ça fait 2. Mais vraiment, d'ailleurs j'ai dû aller souscrire à une autre ligne. Donc je vous mets la vidéo. Je viens de prendre mon forfait téléphonique. Enfin, j'ai pris une carte prépayée. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais l'idée c'était juste d'avoir un téléphone qui fonctionne vraiment. À partir d'aujourd'hui, je change le numéro sur mon CV et ça sera ce numéro-là. Voilà, une bonne chose de faite. Parce que franchement, autant vous dire que quand on recherche du travail et que des fois on s'aperçoit que le téléphone ne fonctionne pas, comment vous dire ? On se demande si le CV n'a pas accroché ou s'il a accroché mais qu'on a raté la peine. Enfin bref, voilà! Vous avez vu que le numéro de téléphone a son importance. Et autre élément important à préciser sur son CV, je vous le disais précédemment, voilà, le Canada est un pays bilingue. Donc ayez une version anglaise et une version française de votre CV. Et ça, quel que soit l'endroit dans le Canada où vous vous trouvez. Parce que moi, par exemple, j'avais fait mon CV qu'en anglais. Puisque je m'étais dit, bah voilà, je pars à Toronto. Toronto étant une ville anglophone, pourquoi faire un CV francophone? Et en fait, il s'est avéré qu'on m'a demandé une version française de mon CV. Parce que voilà, en fonction des postes et des compétences qu'on vous demande, il se peut qu'on veuille tester votre niveau en français. Ou tout simplement que vos interlocuteurs qui vont intervenir dans le process de recrutement ne seront pas tous anglophones. Donc gardez ça en tête et anticipez en faisant aussi une version française de votre CV ou une version anglaise de votre CV si vous êtes à Montréal. Mais voilà, en tout cas, soyez prêts. Et pareil, sur votre CV, n'oubliez surtout pas de mentionner que vous parlez français. Et si toutefois vous parlez français et anglais, le terme qui convient ici au Canada, c'est de mettre le terme bilingue. Et ici, le terme bilingue, il n'a pas du tout la même connotation. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est bilingue, c'est sous-entendu qu'on parle français et anglais. En fait, pour eux, c'est logique parce que les 2 langues nationales du pays sont le français et l'anglais, donc on est bilingue. Et quand ça sera pas du français et de l'anglais, ça sera spécifié à côté. Et en fait, sur votre CV, vous pouvez vraiment mettre la mention bilingue, c'est-à-dire que si vous parlez français et anglais, ne mettez pas français langue maternelle et anglais courant. Mettez juste bilingue parce que c'est vraiment le mot qui est ici utilisé pour décrire le fait de parler anglais et français. Et si jamais vous parlez d'autres langues, là, il faut le spécifier avec le niveau à côté. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à utiliser le terme bilingue sur votre CV, ne serait-ce que pour le référencement et d'autant plus si vous êtes à Toronto parce que ça voudra dire que voilà, votre niveau de français vous permet de prétendre à des postes bilingues. Après,
Un point commun avec le Canada, et je pense que c'est pareil dans tous les autres pays, à chaque fois que vous montrerez votre CV à quelqu'un, cette personne aura quelque chose à redire. Et ça, je pense que c'est la chose qui me dérange le plus dans le CV. Bon, on est d'accord, il n'y aura jamais de consensus sur le CV parfait. Après, même s'il n'y a pas de CV parfait en termes d'agencement, de typographie, de tout ce que vous voulez, moi, les seuls conseils que je peux vous donner, c'est vraiment pour le Canada déjà d'être descriptif. Par exemple, si votre CV est déjà descriptif, c'est bien. Mais évitez les grandes notions basiques. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez travaillé pour la société Ballon, on va l'appeler Ballon, et que vous avez fait du classement. Ne vous contentez pas de mettre juste le nom de la société, le titre du poste et classement. Non, allez plus loin et mettez par exemple classement des dossiers de la base clientèle de la société Ballon, avec entre parenthèses le nom des clients. Comme ça permettra à l'employeur de voir le volume de classement que vous avez pu effectuer et ça rendra un petit peu la tâche réelle. Parce que juste classement de dossier, ouais, c'est cool, mais encore. Et les Canadiens sont très friands de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que contrairement à la France, et on va pas se mentir, les pays anglophones, Angleterre, Canada, sont plus basés sur votre expérience que sur vos diplômes. Ça peut être frustrant au début parce que voilà, on sait en France, quand on finit nos études, on se dit « Ah voilà, j'ai ça, j'ai ça ». Et quand on arrive sur le marché du travail dans des pays anglophones, on dit « Ouais, c'est cool, mais t'as fait quoi ?» Et c'est un petit peu ça ici. C'est-à-dire que montrez ce que vous avez fait. Vraiment montrer ce que vous avez fait. Limite, moi, la partie études, elle est sur le côté. Elle est là, hein, mais vraiment, j'ai fait le focus sur mes expériences professionnelles. Après, essayez d'harmoniser votre CV le plus possible. Si vous parlez au passé pendant tout votre CV. Pareil, les dates, harmonisez tout. Enfin, voilà. Faites quelque chose de propre, mais qui vous ressemble quand même. Moi, je sais qu'on m'a dit « Non, fais pas ton CV comme ça, c'est trop graphique ». Ouais, mais en fait, quand c'est moche, moi, j'aime pas. Personnellement, des fois, je suis un peu têtue avec ce genre de choses parce que c'est quand même moi. Si je te montre un truc qui est moche, je peux pas me justifier quand tu vois mon CV en disant en fait, c'est eux qui m'ont dit de faire un truc moche. Non, moi, je fais quelque chose qui me ressemble parce que c'est mon CV. Et j'ai envie que quand tu vois mon CV, tu me vois aussi. Donc, c'est vrai, il faut respecter les codes, à savoir pas mettre de photos et tout ça. Mais après, pour le reste, faites comme vous le sentez. De toute façon, je vous dis ça, mais après, on va aborder le point de la recherche d'emploi. Et là, vous verrez que de toute façon, le CV, c'est utile, mais ça ne fait pas tout. Et ceci m'emmène au dernier petit conseil que j'ai par rapport au CV. Si toutefois, vous voulez l'imprimer, n'imprimez pas en plus de 2-3 exemplaires ou vraiment imprimez-le au compte-gouttes parce que il suffit qu'une information change et tout, va falloir tout refaire et vous aurez imprimé pour rien. Donc moi par exemple, j'avais déjà 5 ou 6 exemplaires de mon CV et quand j'ai changé de numéro, j'ai dû tout réimprimer, c'était une galère, donc voilà, imprimez-le au compte-gouttes et voilà, sauvez aussi la planète. Si vous pouvez ne pas l'imprimer du tout, c'est encore mieux. Enfin, bref. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'emploi en général, par rapport à l'importance de mettre en place une stratégie et mes petits conseils par rapport à la rédaction de votre CV. Et comme je le craignais, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude, mais voilà, je voulais vraiment prendre le temps de poser chaque point et de vous donner le maximum d'informations possible. Pour ce qui est de cette partie-là, je vais la clôturer ici, mais j'arrive très prochainement avec la suite qui concernera les méthodes de recherche d'emploi, l'entretien d'embauche et je vous promets, je vous parlerai enfin de mon emploi. En tout cas, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est vraiment que la préparation, c'est la clé. C'est-à-dire qu'à travers cette vidéo, j'ai vraiment voulu m'adresser à tout le monde. Que vous soyez déjà au Canada ou que vous envisagiez de venir vous installer, voilà, là ce sont des points que vous pouvez travailler même en n'étant pas encore dans le pays parce que voilà, mettre en place une stratégie, préparer son CV ou commencer à glaner des informations sur l'emploi au Canada, ça c'est des choses que j'avais commencé déjà à faire avant de venir au Canada et que je vous invite vraiment à faire en amont parce que ça vous fera gagner du temps et puis vous serez plus serein pour la recherche d'emploi. En tout cas, on se dit à très vite pour la suite de cette vidéo et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon, bye bye. Mais pourquoi je voulais faire un point dessus, c'était vraiment pour... Il y a un moucheron là qui vient de passer, non? Bref, j'ai pas vraiment noté... Il est là.